Imagine que tu es ici. Pas dans le Paris d'aujourd'hui. Pas dans le Paris de Haussmann avec ses grands boulevards et ses immeubles de pierre de taille. Pas dans le Paris de la Tour Eiffel ou du métro ou des musées. Pas même dans le Paris médiéval que tu imagines peut-être avec ses cathédrales gothiques et ses universités. Tu es en l'an 1050 après Jésus-Christ. Et ce que tu vois devant toi va te surprendre profondément parce que ça ne ressemble à rien de ce que tu associes au mot Paris. Ce que tu vois en 1050 c'est une petite ville. Une très petite ville. Une ville d'environ 20 à 25 000 habitants selon les estimations des historiens médiévaux. Une ville qui tient presque entièrement sur une île dans un fleuve. Une ville dont les bâtiments les plus élevés sont encore en bois et en torchis. Une ville qui sent le fumier et la boue et le feu de bois et la rivière. Une ville qui n'a pas encore de cathédrale gothique parce que Notre-Dame ne commencera à être construite qu'en 1163, 113 ans après notre année 1000. Une ville qui n'a pas encore d'université parce que l'université de Paris ne sera fondée qu'à la fin du XIIe siècle. Une ville qui n'a pas encore les remparts que Philippe Auguste construira au XIIe siècle. Mais voilà ce que les livres d'histoire ne te disent pas sur Paris en 1050. Cette petite ville de 25 000 habitants de 1050, nichée sur son île dans la Seine et débordant sur les deux rives du fleuve dans une densité et une promiscuité que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui, cette petite ville de 1050 est en train de vivre l'un des moments les plus extraordinaires de toute son histoire. Un moment où l'Europe entière commence à se réveiller d'un long sommeil de plusieurs siècles. Un moment où les villes commencent à croître. Un moment où le commerce recommence à circuler sur des routes que les invasions des Normands et des Hongrois et des Sarrasins avaient fermées pendant 2 siècles. Un moment où les moines et les clercs de Paris de 1050 commencent à écrire des textes qui poseront les bases de la pensée philosophique européenne du prochain siècle. Un moment où le roi de France de 1050, Henri Ier, règne depuis son palais sur l'île de la Cité de Paris de 1050 sur un royaume encore fragile et contesté mais dont Paris est déjà la capitale incontestée. Ce que se passait ici en 1050, dans ces ruelles de boue et de bois et de pierre, dans ces monastères qui dominent les collines autour de la Seine, dans ce palais royal sur l'île qui est à la fois le centre du pouvoir et le centre de la vie urbaine de Paris de 1050, a changé pour toujours l'histoire de ce que nous appelons aujourd'hui la France, l'Europe, la civilisation occidentale. Et nous allons le vivre ensemble. Bienvenue dans Carte postale du passé. Avant de poursuivre ce voyage au cœur du Paris carolingien et capétien du XIe siècle, si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici nous reconstituons l'histoire avec l'intelligence artificielle et la rigueur académique pour te donner ce que les livres ne montrent pas. L'image réelle du passé. Si cette vidéo te semble précieuse, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucune publication. Un like et un commentaire indiquent à l'algorithme que cette histoire mérite d'être racontée. Et si tu connais quelqu'un passionné par le Moyen Âge ou par l'histoire de Paris ou par les origines de la civilisation européenne, partage cette vidéo. Son histoire est aussi la tienne. Maintenant, retournons en 1050. Mais avant de te montrer la ville, je dois te poser une question qui va peut-être te sembler simple mais dont la réponse va changer complètement ta façon de comprendre ce que tu vas voir. Pourquoi Paris? Pourquoi Paris est-elle la capitale de la France en 1050? Pas Lyon qui est plus grande et plus anciennement romaine. Pas Reims qui couronne les rois depuis Clovis. Pas Orléans qui est au cœur du domaine royal de 1050. Pourquoi Paris? La réponse à cette question n'est pas politique. Elle n'est pas culturelle. Elle est géographique. Et elle remonte à 2000 ans avant 1050. L'île de la Cité de Paris de 1050. Ce petit bout de terre allongé dans la Seine d'environ 800 mètres de long et 200 mètres de large au maximum. Cette île de Paris de 1050 est la raison pour laquelle Paris existe où elle existe. Parce que l'île de la Cité de Paris de 1050 est le point de passage naturel le plus facile de toute la Seine dans la région de Paris de 1050. L'île de Paris de 1050 divise le fleuve en 2 bras étroits et relativement peu profonds de 1050 qu'il est possible de franchir à gué ou sur un pont de bois de 1050 avec une relative facilité. Avant l'île de Paris de 1050 vers l'est de 1050 et après l'île de Paris de 1050 vers l'ouest de 1050, la Seine de 1050 est un fleuve large et profond et difficile à franchir. Mais à l'île de la Cité de Paris de 1050, le fleuve de 1050 est traversable. Et cela fait de l'île de Paris de 1050 depuis la préhistoire le point de croisement entre la route nord-sud qui descend vers la Méditerranée de 1050 et la route est-ouest qui suit le cours de la Seine de 1050. L'île de la Cité de Paris de 1050 est depuis 2000 ans le carrefour de la France de 1050. Et c'est pour cette raison que les Romains ont construit Lutetia ici de 1050. Et c'est pour cette raison que les Mérovingiens ont choisi Paris comme capitale de 1050.
Et c'est pour cette raison que les Carolingiens ont maintenu la prépondérance de Paris de 1050 même quand leur capitale administrative était ailleurs de 1050. Et c'est pour cette raison que les Capétiens de 1050, la nouvelle dynastie qui règne sur la France depuis que Hugues Capet a été élu roi en 987 de 1050, 63 ans avant notre année 1050, font de Paris leur résidence principale de 1050 et le centre de leur pouvoir de 1050. La géographie de Paris de 1050 et son destin de 1050. Maintenant, pour comprendre vraiment ce qu'est Paris en 1050, il faut comprendre ce que Paris n'est pas encore en 1050. Parce que la plupart des choses que nous associons à Paris n'existent pas encore en 1050. Et cette liste de ce qui n'existe pas encore en 1050 est aussi révélatrice que la liste de ce qui existe déjà de 1050. Notre-Dame de Paris de 1050 n'existe pas encore en 1050. Sa construction commencera en 1163 sous l'évêque Maurice de Sully de 1050. Sur le site où se trouvera Notre-Dame de Paris de 1050 il y a en 1050 une cathédrale plus ancienne, Étienne le Grand de Paris de 1050 dont les fondations romanes sont encore visibles aux fouilles archéologiques du parvis de Notre-Dame de 1050, une église de dimension plus modeste que l'édifice gothique de 1050 qui lui succédera mais qui en 1050 est encore le principal lieu de culte de la capitale de 1050. La Sorbonne de Paris de 1050 n'existe pas encore en 1050. L'Université de Paris de 1050 ne sera fondée qu'entre 1150 et 1200 de 1050 et la Sorbonne proprement dite ne sera fondée qu'en 1257 de 1050. Mais les germes de 1050 de cette future institution intellectuelle existent déjà en 1050 dans les écoles cathédrales de l'île de la Cité de Paris de 1050 et dans les monastères de la rive gauche de Paris de 1050 où des maîtres de 1050 enseignent la théologie et la philosophie à des disciples de toute l'Europe de 1050. Le Louvre de Paris de 1050 n'existe pas encore en 1050. Sa construction commencera seulement vers 1190 sous Philippe Auguste de 1050. Le palais de la Cité de Paris de 1050 en 1050 est la résidence royale de 1050, le bâtiment qui occupera le site de l'actuel palais de justice de Paris de 1050, un ensemble de constructions royales sur l'île de la Cité de Paris de 1050 dont les fondations romanes sont les ancêtres directs de la Sainte-Chapelle de 1050 qui sera construite sur ce même site au XIIIe siècle de Paris de 1050. Les grands ponts de pierre de Paris de 1050 n'existent pas encore en 1050. Le pont neuf de Paris de 1050, le plus ancien pont de pierre encore en place aujourd'hui de 1050, ne sera construit qu'en 1578 de 1050. En 1050, les ponts de Paris de 1050 sont des ponts de bois de 1050, fragiles et souvent emportés par les crues de la Seine de 1050 ou détruits par les incendies de 1050 qui sont le danger permanent de la ville de bois de Paris de 1050. La rive gauche de Paris de 1050 n'est pas encore la rive intellectuelle de 1050 qu'elle deviendra au XIIe et au XIIIe siècle de Paris de 1050. En 1050 la rive gauche de Paris de 1050 est une rive monastique et agricole de 1050, couverte de vergers et de jardins et de vignes autour des grands monastères qui la dominent, Saint-Germain-des-Prés de Paris de 1050 et Saint-Marcel de Paris de 1050 et Sainte-Geneviève de Paris de 1050. Des établissements religieux de 1050 dont la puissance économique et spirituelle est telle qu'ils constituent en quelque sorte des villes dans la ville de Paris de 1050, avec leurs murs de clôture et leurs terres agricoles et leurs ateliers artisanaux et leurs écoles de 1050. Alors, qu'est-ce qui existe en 1050 à Paris? Qu'est-ce que tu verrais si tu y étais? Entrons dans la ville de Paris en 1050. La première chose qui te frapperait en arrivant à Paris de 1050 par la route du nord de 1050, la route qui vient de Senlis et de Compiègne de 1050 et qui est la route principale par laquelle arrivent les voyageurs du nord de la France de 1050, c'est l'odeur. Non pas les odeurs agréables de la cuisine ou du pain ou des fleurs de 1050. L'odeur de Paris de 1050 est d'abord et avant tout l'odeur de la boue et du fumier de 1050. Une odeur que les habitants de Paris de 1050 ne remarquent plus de 1050 parce qu'ils y ont grandi dedans de 1050 mais qui frappe les voyageurs venant des campagnes de 1050 avec une intensité qui est décrite dans plusieurs chroniques médiévales de 1050 avec des expressions qui n'ont rien d'euphémistique de 1050. Paris de 1050 n'a pas d'égout de 1050. Les déchets domestiques et les excréments des habitants de Paris de 1050 et de leurs animaux vont directement dans les rues de Paris de 1050 qui sont pour la grande majorité des chemins de terre battus de 1050 sans pavage de 1050 et qui se transforment après chaque pluie de 1050 en un mélange de boue et d'ordures qui rend la circulation à pied quasi impossible de 1050 sans des patins de bois de 1050. La Seine de Paris de 1050 reçoit une grande partie de ces déchets de 1050 et est simultanément la principale source d'eau potable de la ville de Paris de 1050.
Cette réalité sanitaire de Paris 2050 est la condition dans laquelle vivent les 25 000 habitants de Paris 2050 et elle explique en grande partie la mortalité infantile de Paris 2050 et la fréquence des épidémies de dysenterie et de typhoïde qui dévastent la ville de Paris 2050 à intervalles réguliers. Mais attends. Parce que je dois te raconter quelque chose d'important avant d'aller plus loin dans la description de la vie quotidienne de Paris 2050. L'an 1050 n'est pas simplement une année dans le moyen âge de Paris 2050. C'est une année charnière 2050. Une année qui se trouve exactement à la jonction de deux époques de Paris 2050. Derrière elle, les siècles obscurs de 1050, les 10e et 9e siècles de Paris de 1050 de l'an 1000 et des invasions normandes de 1050 et de la désintégration de l'Empire carolingien de 1050, une période de Paris de 1050 pendant laquelle la ville a plusieurs fois failli disparaître de 1050. Devant elle, le grand essor de Paris de 1050, la révolution urbaine et intellectuelle et architecturale des 12e et 13e siècles de Paris de 1050 qui fera de la ville la plus grande et la plus importante de l'Europe occidentale de 1050. Et Paris de 1050 est à cette charnière de 1050 précisément. C'est une ville qui sort de la peur de 1050 et qui commence à construire de 1050. Qui sort du repli de 1050 et qui commence à s'étendre de 1050. Qui sort de la survie de 1050 et qui commence à penser à l'avenir de 1050. Voyons d'abord ce qui se passe sur l'île de la Cité de Paris 2050. L'île de la Cité de Paris 2050 est en 1050 le cœur politique et religieux de la ville de Paris 2050 et du Royaume de France 2050 tout entier. Sur cette petite île de Paris 2050 qui mesure environ 800 mètres de long et 200 mètres de large au maximum se trouvent les deux institutions les plus puissantes de la France 2050. Le palais du roi de Paris 2050 à l'extrémité occidentale de l'île 2050. Et la cathédrale épiscopale de Paris 2050 à l'extrémité orientale de l'île 2050. Le roi de France en 1050 et Henri Ier de Paris 2050. Un homme d'une quarantaine d'années en 1050, roi depuis 1031 de Paris 2050, le troisième roi capétien de l'histoire de France de 1050 après Hugues Capet fondateur de la dynastie en 987 de Paris 2050 et Robert le Pieux son père de Paris 2050. Henri Ier de Paris de 1050 n'est pas le roi puissant et absolu de 1050 que nous associons à l'idée de royauté française de 1050. En 1050, le roi de France de Paris de 1050 est un souverain dont le pouvoir réel ne s'étend guère au-delà du domaine royal de 1050, ce territoire d'environ 10 000 km² autour de Paris de 1050 que le roi de France de 1050 contrôle directement de 1050. Au-delà du domaine royal de Paris de 1050, les grands féodaux de 1050, le duc de Normandie de Paris de 1050 et le comte de Flandre de Paris de 1050 et le comte de Blois de Paris de 1050 et une douzaine d'autres seigneurs puissants de 1050, ont un pouvoir de fait qui est souvent supérieur à celui du roi de Paris de 1050 sur leur propre terre de 1050. Cette faiblesse du pouvoir royal de Paris de 1050 en 1050 est l'une des clés pour comprendre la politique de la ville de Paris de 1050. Parce que cette faiblesse de 1050 signifie que le roi de France de Paris de 1050 a besoin de Paris de 1050 autant que Paris de 1050 a besoin du roi de France de 1050. Le roi de Paris de 1050 a besoin de la ville de Paris de 1050 comme base de son pouvoir de 1050, comme source de ses revenus fiscaux de 1050, comme symbole de sa légitimité de 1050. Et Paris de 1050 a besoin du roi de 1050 comme protecteur de 1050, comme autorité de justice de 1050, comme garant de la paix qui permet le commerce de 1050. Cette relation de dépendance mutuelle de Paris de 1050 entre la ville et le roi de 1050 est l'une des relations politiques fondamentales de l'histoire française de 1050. Elle explique pourquoi Paris de 1050 a toujours eu un rapport particulier avec le pouvoir central de 1050. Pas celui d'une ville entièrement soumise de 1050. Pas celui d'une ville entièrement indépendante de 1050. Mais celui d'une ville qui négocie de 1050 en permanence les termes de sa relation avec le pouvoir qui la protège et qu'elle sert de 1050. Maintenant entrons dans la vie quotidienne de Paris en 1050. Les bâtiments de Paris de 1050 en 1050 sont à l'immense majorité des bâtiments de bois de 1050. Non pas des bâtiments de pierre de 1050 comme dans les représentations romantiques du Moyen-Âge de 1050. Du bois de 1050. Et ce choix de Paris de 1050 du bois comme matériau de construction dominant de 1050 n'est pas un choix esthétique de 1050. C'est un choix pratique de 1050 dicté par l'économie de 1050. Le bois de 1050 est abondant dans les forêts qui entourent Paris de 1050, facilement transportable sur la Seine de 1050, rapidement mis en œuvre par des artisans de 1050 qui n'ont pas besoin de la formation longue et coûteuse des tailleurs de pierre de 1050.
Ces maisons de bois de Paris de 1050 ont un avantage et un inconvénient majeur de 1050. L'avantage de 1050 c'est qu'elles se construisent vite de 1050 et qu'elles s'adaptent rapidement aux besoins changeants d'une ville en croissance de 1050. L'inconvénient de Paris de 1050 c'est qu'elles brûlent de 1050. Facilement. Complètement. Et souvent de 1050. Les incendies de Paris de 1050 sont l'une des catastrophes récurrentes de la vie urbaine de Paris de 1050 au XIe siècle de 1050. Les chroniques de 1050 enregistrent plusieurs grands incendies de Paris de 1050 qui ont dévasté des quartiers entiers de la ville de 1050 en quelques heures de 1050. Et à chaque fois de 1050 la ville de Paris de 1050 se reconstruit de 1050, en bois à nouveau de 1050 parce que c'est le matériau disponible de 1050 et parce que la pierre de 1050 reste encore hors de portée financière pour la plupart des constructions civiles de Paris de 1050. Seules les grandes constructions religieuses de Paris de 1050 sont en pierre de 1050 en 1050. Les monastères de la rive gauche de Paris de 1050, Saint-Germain-des-Prés de Paris de 1050 dont la tour romane que tu peux encore voir aujourd'hui date précisément de cette période de 1050, et les quelques autres établissements religieux importants de Paris de 1050, construisent leurs bâtiments principaux en pierre de 1050 parce que ces institutions ont la permanence de 1050 et les ressources de 1050 nécessaires à cette forme de construction de Paris de 1050. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans la tour de Saint-Germain-des-Prés de Paris de 1050 que tu peux voir aujourd'hui de 1050 si tu vas dans le 6e arrondissement de Paris de 1050. Cette tour de Paris de 1050 qui date des années 1000 à 1020 de 1050 est l'un des rares bâtiments de Paris de 1050 que tu peux toucher de 1050 avec tes mains de 1050 et qui date de la période que nous décrivons aujourd'hui de 1050. Ces pierres de 1050 que tes doigts touchent sur la tour de Saint-Germain-des-Prés de Paris de 1050 ont été posées par des mains qui vivaient dans le même Paris de 1050 que celui que nous essayons de reconstruire dans cette vidéo de 1050. Parlons maintenant des rues de Paris en 1050. Parce que les rues de Paris de 1050 en 1050 sont très différentes de ce que nous imaginons quand nous pensons à une ville médiévale de 1050. Les rues de Paris de 1050 ne sont pas les rues pavées de galets que les films médiévaux nous montrent de 1050. En 1050, les rues de Paris de 1050 sont pour la quasi-totalité des chemins de terre battus de 1050 sans pavage de 1050. Le pavage des rues de Paris de 1050 est un luxe de 1050 que seules quelques rues de l'île de la Cité de Paris de 1050 autour du Palais Royal de 1050 et de la cathédrale de 1050 se permettent en 1050. Dans le reste de la ville de Paris de 1050, les rues de 1050 sont de la boue en hiver de 1050 et de la poussière en été de 1050, et de la boue parfumée de fumier animal en toute saison de 1050. Ces rues de Paris de 1050 sont étroites de 1050. Pas les 4 ou 5 mètres des rues médiévales tardives de 1050 que nous connaissons des villes médiévales conservées de 1050. Les rues de Paris de 1050 en 1050 font souvent 2 à 3 mètres de large de 1050, parfois moins de 1050 dans les zones les plus denses de l'île de la Cité de Paris de 1050 où les maisons de bois de 1050 ont été construites les unes à côté des autres dans l'urgence d'une ville en croissance rapide de 1050 sans aucun plan d'urbanisme de 1050. Dans ces rues étroites de Paris de 1050 et boueuses de 1050 se déroule toute la vie de la ville de 1050. Le commerce de Paris de 1050 se fait dans la rue de 1050, les artisans de Paris de 1050 travaillent devant leurs portes de 1050, les enfants de Paris de 1050 jouent dans la rue de 1050, les animaux de Paris de 1050 circulent librement de 1050. Parce qu'en 1050 Paris de 1050 est encore une ville d'animaux de 1050. Les porcs de Paris de 1050 circulent librement dans les rues de Paris de 1050 en se nourrissant des déchets de 1050. Les poules de Paris de 1050 picorent entre les maisons de 1050. Les chevaux de Paris de 1050 et les ânes de Paris de 1050 et les bœufs de Paris de 1050 sont les moyens de transport et de traction de 1050 et leur présence dans les rues de Paris de 1050 est une réalité quotidienne inévitable de 1050. Parlons maintenant des habitants de Paris en 1050. Qui sont ces 20 à 25 000 personnes qui vivent dans la ville en 1050 ? La population de Paris de 1050 en 1050 est divisée en 3 grands groupes de 1050 qui correspondent aux 3 ordres de la société médiévale de 1050, ceux qui prient de 1050, ceux qui combattent de 1050 et ceux qui travaillent de 1050. Ceux qui prient de Paris de 1050, le clergé de Paris de 1050, sont peut-être 2 à 3 000 personnes de 1050 dans la ville en 1050, moines et chanoines et prêtres et évêques de Paris de 1050. Ils constituent le groupe le plus puissant de Paris de 1050 en termes d'influence culturelle et économique de 1050. Les grands monastères de la rive gauche de Paris de 1050, Saint-Germain-des-Prés de Paris de 1050 dont l'abbé est une figure politique de premier plan en 1050,
Sainte-Geneviève de Paris de 1050 dont les clercs enseignent aux jeunes esprits de toute l'Europe de 1050, Saint-Marcel de Paris de 1050, ces établissements religieux de Paris de 1050 possèdent en 1050 des terres immenses autour de la ville de 1050, gèrent des écoles de 1050, produisent des manuscrits de 1050, hébergent des voyageurs de 1050 et constituent les principaux centres intellectuels et économiques de Paris de 1050. Ceux qui combattent de Paris de 1050, la noblesse de 1050 et les chevaliers de 1050, sont à Paris de 1050 en 1050 une présence moins permanente et plus épisodique de 1050. Les grands seigneurs de 1050 vivent sur leurs terres de 1050, dans leur château fort de 1050 qui commence à être construit dans tout le domaine royal de 1050 au cours du XIe siècle de Paris de 1050. Ils viennent à Paris de 1050 pour la cour du roi de 1050 et en repartent de 1050 pour leur domaine de 1050. Leur présence à Paris de 1050 est réelle de 1050 mais pas permanente de 1050. Ceux qui travaillent de Paris de 1050, les artisans et les marchands et les paysans des faubourgs de 1050, constituent la grande masse de la population de Paris de 1050 en 1050, peut-être 18 à 20 000 personnes de 1050. Ces gens de Paris de 1050 sont les boulangers et les bouchers et les tanneurs et les tisserands et les cordonniers et les forgerons de 1050 qui maintiennent la vie matérielle de la ville de Paris de 1050 en fonctionnement de 1050. Et ils sont aussi les mariniers de 1050, les bateliers de 1050 qui transportent les marchandises sur la Seine de Paris de 1050 et dont le rôle économique est tellement fondamental que leur corporation de 1050, les marchands de l'eau de Paris de 1050, deviendra la première institution commerciale de la ville de Paris de 1050. Les marchands de l'eau de Paris de 1050. C'est un sujet qui mérite qu'on s'y arrête parce qu'il révèle quelque chose d'essentiel sur l'identité de Paris de 1050. En 1050, la Seine de Paris de 1050 n'est pas un décor de 1050. La Seine de Paris de 1050 est l'artère principale du commerce de toute la région de Paris de 1050. Tout ce que Paris de 1050 consomme de 1050 ou produit de 1050 passe par la Seine de 1050. Le vin de 1050 des vignobles de Bourgogne de Paris de 1050. Le bois de 1050 des forêts de 1050. Le grain de 1050 des plaines de la Brie de Paris de 1050. Le poisson de 1050 de la Normandie de Paris de 1050. Tout arrive et repart par la Seine de Paris de 1050 sur les bateaux des marchands de l'eau de Paris de 1050 qui contrôlent ce trafic fluvial de 1050 et qui en tirent une puissance économique et politique de 1050 qui est peut-être la première forme de bourgeoisie urbaine de l'histoire de Paris de 1050. La devise de la ville de Paris de 1050, Fluctua nec mergitur de 1050, il est battu par les flots mais ne sombre pas de 1050, avec son bateau de 1050 sur les armes de Paris de 1050, n'est pas un symbole inventé de 1050. C'est la mémoire vivante de Paris de 1050 de cette réalité fondamentale de 1050 que la ville de 1050 est née du fleuve de 1050 et que son identité la plus profonde de 1050 est liée à la Seine de Paris de 1050. Maintenant parlons d'un événement particulier de l'année 1050 qui illustre parfaitement la complexité politique et religieuse de Paris de 1050 en 1050. En 1050, le roi Henri Ier de Paris de 1050 est au milieu d'une crise politique de premier plan de 1050. Son voisin le plus puissant et le plus dangereux de 1050, le duc de Normandie de Paris de 1050, est en train de devenir la puissance dominante du nord de la France de 1050. Ce duc de Normandie de Paris de 1050 s'appelle Guillaume de Paris de 1050. Un homme d'une vingtaine d'années en 1050 que l'histoire connaîtra comme Guillaume le Conquérant de 1050 parce que 16 ans après notre année 1050, en 1066 de Paris de 1050, il envahira l'Angleterre et changera pour toujours l'histoire des îles britanniques et de la langue anglaise de 1050. Mais en 1050, Guillaume de Paris de 1050 n'est pas encore le conquérant de 1050. Il est un jeune duc de Normandie de Paris de 1050 qui consolide son pouvoir en Normandie de 1050 et qui regarde avec attention ce qui se passe à Paris de 1050 et à la cour du roi Henri Ier de Paris de 1050. Et Henri Ier de Paris de 1050 le regarde avec une inquiétude croissante de 1050 parce qu'il voit en ce jeune duc normand de 1050 une menace pour l'équilibre politique du royaume de France de 1050. Cette relation de tension entre le roi de Paris de 1050 et le duc de Normandie de Paris de 1050 en 1050 est l'une des forces politiques fondamentales qui vont façonner l'histoire des 50 années suivantes de Paris de 1050. Et elle se joue depuis Paris de 1050. Depuis ce palais sur l'île de la Cité de Paris de 1050 où Henri Ier de Paris de 1050 reçoit ses vassaux de 1050 et ses diplomates de 1050 et ses évêques de 1050 dans la salle du trône de 1050 dont les murs de pierre romane de Paris de 1050 ont depuis longtemps disparu mais dont les archives et les chroniques de 1050 nous permettent de reconstituer le fonctionnement et l'atmosphère de 1050. Parlons maintenant de la vie intellectuelle de Paris en 1050.
Parce que Paris 2050 en 1050 n'est pas seulement une ville de commerce et de politique de 1050. C'est aussi une ville où se joue une révolution intellectuelle silencieuse de 1050 dont les effets seront visibles dans 100 ans de 1050 mais dont les germes de 1050 se trouvent déjà dans les écoles monastiques et cathédrales de Paris de 1050. L'école cathédrale de Paris de 1050 sur l'île de la Cité de 1050. En 1050, l'école cathédrale de Paris de 1050 est l'une des écoles les plus réputées de toute la France de 1050. Des maîtres de Paris de 1050 y enseignent le trivium de 1050, la grammaire et la rhétorique et la dialectique de 1050, et le quadrivium de 1050, l'arithmétique et la géométrie et la musique et l'astronomie de 1050, les 7 arts libéraux de 1050 qui constituent la base de l'éducation médiévale de Paris de 1050. Ces maîtres de Paris de 1050 et leurs disciples de 1050 sont en train de réfléchir à des questions de 1050 qui semblent abstraites de 1050 mais qui ont des implications pratiques et politiques de premier plan de 1050. La relation entre la foi et la raison de Paris de 1050. La nature de l'autorité de 1050. La question de savoir comment réconcilier les textes des pères de l'Église de Paris de 1050 qui se contredisent parfois entre eux de 1050. Ces questions de Paris de 1050 ne sont pas de simples jeux intellectuels de 1050. Ce sont les questions fondamentales de 1050 dont les réponses vont structurer l'Europe de 1050 pour les siècles suivants de 1050. Et parmi les maîtres et les étudiants de Paris de 1050 qui fréquentent les écoles parisiennes autour de 1050 se trouvent des personnages dont les noms marqueront l'histoire intellectuelle de l'Europe de 1050. Béranger de Tours de Paris de 1050 qui étudie à Paris de 1050 dans les années 1030 et 1040 de 1050 avant de devenir l'une des figures les plus controversées de la théologie du XIe siècle de Paris de 1050 avec sa remise en question de la doctrine eucharistique de 1050. Lanfranc de Pavie de Paris de 1050 qui arrivera à l'abbaye du Bec en Normandie de Paris de 1050 dans les années 1040 de 1050 et dont l'école deviendra l'une des plus influentes d'Europe de Paris de 1050. Et quelques décennies après notre année 1050 de Paris de 1050, un jeune homme du nom de Guillaume de Champeau de Paris de 1050 fondera l'école de la cathédrale de Paris de 1050 qui sera le direct ancêtre de l'université de Paris de 1050. Cette continuité intellectuelle de Paris de 1050 depuis les écoles de 1050 jusqu'aux universités de 1050 est l'une des histoires les plus importantes de l'histoire de Paris de 1050. Et en 1050, au milieu de cette histoire de Paris de 1050, on se trouve exactement au début de 1050. L'an 1050. Un chiffre. Une date. Une ville au bord de sa plus grande transformation de 1050. Parce que le siècle qui s'ouvre après 1050 va voir Paris de 1050 se transformer d'une ville de 25 000 habitants de 1050 en bois et en bout de 1050 en une ville de 200 000 habitants de 1050 avec ses cathédrales gothiques de 1050 et ses universités de 1050 et ses remparts de pierre de 1050 et ses grands marchés de 1050. En 150 ans de Paris de 1050, entre 1050 et 1200 de Paris de 1050, Paris deviendra la plus grande ville d'Europe occidentale de 1050. Et cette transformation de Paris de 1050 commencera ici de 1050, dans cette ville de boue et de bois de 1050 que nous venons de visiter de 1050, portée par les marchands de l'eau de Paris de 1050 et les maîtres des écoles de Paris de 1050 et les rois capétiens de Paris de 1050 qui construiront pierre après pierre le Paris de 1050 que nous connaissons aujourd'hui. Les traces de ce Paris de 1050 sont rares de 1050 mais elles existent. La tour de Saint-Germain-des-Prés de Paris de 1050 que tu peux encore voir dans le 6e arrondissement de 1050, construite entre 990 et 1020 de 1050, est le lien physique le plus direct avec la ville de 1050 que nous venons de visiter de 1050. Le plan de l'île de la Cité de Paris de 1050, bien que ces bâtiments aient changé de 1050, reproduit encore largement la géographie de l'île de 1050 telle qu'elle était en 1050. Et sous le parvis de Notre-Dame de Paris de 1050, dans la crypte archéologique de Paris de 1050 ouverte au public, tu peux voir les vestiges des constructions romaines et mérovingiennes et carolingiennes de Paris de 1050 qui précèdent et entourent la période de 1050 que nous venons de décrire de 1050. La prochaine fois que tu marcheras sous la tour de Saint-Germain-des-Prés de Paris de 1050 ou que tu regarderas le plan de l'île de la Cité de Paris de 1050 sur une carte ou que tu descendras dans la crypte archéologique du parvis de Notre-Dame de Paris de 1050, souviens-toi. Tu es en présence du Paris de 1050 de l'an 1000. Le Paris de bois et de boue de 1050 et de foi et de commerce de 1050 qui était la capitale d'une France encore fragile de 1050 mais qui portait déjà en elle la graine de tout ce qui allait suivre de 1050. La cathédrale de 1050. L'université de 1050. Le Louvre de 1050. La Révolution de 1050. La Tour Eiffel de 1050. Tout cela était déjà là en 1050,
à l'état de potentialité de 1050, dans les décisions des marchands de l'eau de Paris de 1050 et des maîtres des écoles de Paris de 1050 et du roi capétien de Paris de 1050 qui en 1050 regardaient leur petite ville de boue et de bois de 1050 et décidaient de rester de 1050 et de construire de 1050 et de croire de 1050. Voilà ce qu'était Paris en l'an 1050 après Jésus-Christ, ici dans Chroniques du Temps.